Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi à ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Je crois qu'ils sont assez nombreux, j'espère en tout cas. Donc, donc on m'a présenté rapidement, je peux me représenter à nouveau. Je suis un petit peu moins connue que Claude Fischler, donc je peux y aller. Donc Emmanuelle Lefranc, je suis doctorante en sociologie sous la direction de Jocelyn Rode. Et donc aujourd'hui, je vais revenir sur cette notion de défiance en essayant de l'incarner un peu plus. Alors pas l'incarner moi, mais en vous donnant des éléments qui vont vous permettre de peut-être comprendre aussi plus concrètement l'action de cette défiance au niveau individuel. Donc cette défiance telle que Claude Fischler vient de la définir, on va se demander maintenant si elle agit sur certains individus et leur rapport à leur alimentation, et si oui, comment. Donc cette présentation se base sur mon travail de recherche actuel sur les pratiques d'éviction alimentaire, donc les régimes sans lait principalement, mais ça peut comprendre, et c'est souvent associé au sans gluten, sans produits carnés, etc. Donc ça comprend bien sûr un travail d'enquête ethnographique avec d'une part des observations participantes et des entretiens menés entre 2016 et 2018 en France. Donc je vais revenir là-dessus un peu plus précisément par la suite, et ainsi que donc sur une enquête quantitative. Voilà, donc on a bien vu ça tout de suite avec Claude, la montée de la défiance à l'égard des institutions politiques, financières, industrielles. Les institutions relatives à la santé sont attestées donc en population générale par de nombreuses enquêtes quantitatives, et a également été constaté un lien entre cette défiance et la mise en place de pratiques alimentaires dites d'éviction. Donc une récente enquête quantitative menée par le CREDOC et le CNIEL, à laquelle j'ai pu participer dans le cadre de cette recherche, a montré en effet que les personnes qui pratiquaient des évictions alimentaires, et notamment celles concernant le lait de vache et les produits laitiers, déclaraient plus que la population générale ne pas avoir confiance dans les pouvoirs publics concernant les décisions prises relatives à la santé. Également, avoir moins confiance dans l'industrie et les professionnels de santé. Donc si ces données cadrent notre propos, l'enquête qualitative permet, quant à elle, de mieux comprendre et de qualifier éventuellement ce lien entre la défiance et les pratiques alimentaires. Donc ce questionnement, ce lien, nous ne sommes pas allés le regarder par hasard dans ces enquêtes, puisqu'il s'agissait finalement, en fait, initialement justement, d'une hypothèse de travail établie à partir d'observations de terrain. Donc, je vais aborder maintenant justement cette observation que je suis un peu contrainte d'évoquer systématiquement à chaque présentation, mais c'est parce qu'elle est cette observation, cette scène et les protagonistes qu'elle met en jeu, les rapports de force qu'elle contient et même son contexte d'émergence en fait, en font un cas qui nous permet de problématiser et ensuite peut-être de comprendre ce qui nous intéresse ici, donc la défiance et ses liens avec les choix alimentaires. Le point de départ de mon étude, c'est ce cas, qui ne sera pas le seul cas que j'évoquerai aujourd'hui, mais ici, on part de cette observation avec cette mère, Annabelle, qui est qu'on appelle ici Annabelle. C'est une femme de 38 ans. Elle est mariée, elle exerce comme paramédicale conventionnée dans le secteur libéral, au cœur d'une grande ville française. La scène initiale, donc, se passe à l'hôpital. Et c'est une scène de conflit entre Annabelle et les médecins qui sont en charge de son enfant. L'enfant est hospitalisé pour un mal convulsif, pour le moment au départ non étiqueté, donc on est dans le cadre d'une recherche de diagnostic, et les médecins suspectent une malnutrition par carence d'apport, qui serait à l'origine de ce mal convulsif. Et Annabelle, en fait, est
les médecins lui font part de leur constat, et Annabelle doit à ce moment-là rendre des comptes sur son alimentation. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la plupart des parents, dans ce contexte, vont décider d'écouter les médecins, bien sûr, puisqu'ils sont en face, leur enfant est a priori en danger. Mais Annabelle, elle, ne veut pas comprendre ce qui se passe et argumente, et elle est amenée à devoir rendre des comptes sur sa démarche au médecin, qui commence à se demander pourquoi elle réagit ainsi. Et là, il y a un conflit qui apparaît à ce moment-là. Donc elle explique, elle défend son point de vue. Voici, là je vous ai fait un petit tableau récapitulatif, donc, parce que c'est intéressant de se placer des deux côtés. Donc du point de vue des parents, en l'occurrence plutôt de la mère qui est porteuse de la mise en place du régime dans ce cadre-là, pour elle les évictions sont jugées saines. Donc la mise en place des évictions chez elle, c'était sans produits laitiers, pas de viande, pas de poisson, et éviter également les aliments à base de gluten. Et donc le but de cette alimentation était la préservation de la santé de son enfant. Effectivement, une recherche également de personnalisation de l'alimentation. Les parents étaient à l'écoute, à la recherche de ce qui correspondrait le mieux à l'enfant. Et elle développe à ce moment-là tout un discours sur les médecins, sur les gens qui sont là pour soigner son enfant, en les qualifiant d'obtus et en mettant en avant le fait qu'il y ait un pouvoir médical qu'elle ressent trop fort à ce moment-là pour elle, et également leur manque d'ouverture sur ces raisons, les raisons qu'elle met en avant et qu'elle veut défendre et qu'elle souhaiterait qu'on écoute à ce moment-là. En face, les médecins, eux aussi, à un moment donné, ont des réactions qui ne sont pas, qui sont un peu hors protocole. Ils sont désarçonnés par rapport à la réaction de cette femme, et ils jugent les évictions bien sûr délétères, les carences, entraînant des carences sévères. Ils parlent de maltraitance nutritionnelle. C'est un terme qui est évoqué notamment à ce sujet par le professeur Tougnan, qui a beaucoup travaillé étudié ces évictions alimentaires chez les enfants. Et puis, on considère finalement que cette maman, elle est irrationnelle, elle doit avoir peut-être un souci d'ordre psychologique, voire psychiatrique. On lui suggère d'ailleurs une prise en charge. Voilà. Finalement, ce cas, elle le défend, je vais rester là-dessus pour l'instant. Finalement, ce cas, elle le défend tellement, Annabelle, qu'Annabelle apparaît au médecin comme dangereuse pour son enfant et qu'un signalement est fait à son sujet. Elle s'obstine donc ici au risque de perdre son autorité parentale. Il nous fallait alors comprendre, il m'a fallu en tout cas comprendre ce qui ici anime Annabelle. Non pas pour juger de son comportement, mais bien pour comprendre comment, dans notre société, on arrive aujourd'hui à ce genre de comportement. En somme, c'était à initier une démarche sociologique. Et nous allons voir que c'est là qu'il nous semble aujourd'hui que ce soit la défiance qui soit le moteur. Dans cette force de conviction, dans cette intransigeance, dans cette impossibilité de s'en remettre à l'autorité et de faire confiance. C'est donc au moment où ces choix alimentaires génèrent des conflits avec les professionnels de santé que non seulement apparaît la force de l'engagement d'Annabelle dans ses choix, et c'est surtout à ce moment que cette question, mais surtout ce qui anime son choix, devient public. Elle a à en rendre des comptes à ce moment-là, mais a priori, sinon, on n'en aurait jamais entendu parler. Mais comment trouver, moi, après, en tant que chercheur, comment réussir à trouver d'autres cas comme Annabelle, des personnes qui soient confrontées à un conflit dans lequel ils sont amenés à défendre ce qui leur semblait aller de soi, si je voulais étudier justement les raisons de cet engagement. Alors, nous avons défini d'autres critères et nous sommes partie plutôt des pratiques de ces personnes pour pouvoir aller ensuite à leur rencontre. Et l'éviction du lait et des produits laitiers semblait être la pratique qui était l'éviction la plus répandue en population générale, et également le point commun dans des premières personnes qui avaient été rencontrées, qui avaient été justement en conflit au sujet de leur alimentation. Donc c'est devenu le motif de recrutement.
cette éviction du lait. Nous avons donc rencontré des personnes dont le point commun était d'éviter de consommer du lait de vache et des produits laitiers, et des produits laitiers, l'association des deux, avec l'hypothèse que nous retrouverions chez eux, en plus forte proportion, comme chez Annabelle, une attitude défiante à l'égard des institutions gouvernementales, des hommes politiques et des médecins, des industries. Voilà, je mets un peu tout ça dans le même sac, mais c'est souvent cette dynamique qui amène à résumer très brièvement avec ces quatre grosses institutions citées ici. Donc l'idée était en tout cas de comprendre ce qui fait que des personnes pouvant tenir autant à leur choix alimentaire et également qualifier ce qui agit sur la production de ce type de rapport à l'alimentation ayant pour conséquence, entre autres, donc l'éviction de produits alimentaires a priori non controversés sur le plan sanitaire, ou du moins ayant majoritairement une image positive également dans la population française jusqu'à présent, comme le lait de vache. 50 personnes donc, ont été ainsi recrutées. Le recrutement s'est fait par plusieurs canaux, donc des annonces sur les réseaux sociaux, sur Internet, des annonces déposées chez des médecins, les rencontres sur des lieux d'enquête ethnographique tels que épiceries spécialisées en aliments issus de l'agriculture biologique, lieux de conférences sur l'alimentation crudivore et les médecines naturelles, etc. Ce groupe d'enquêtés est composé donc de 31 femmes, 19 hommes, l'âge moyen étant de 37 ans. Donc je vais baser mon propos désormais sur 4 cas. Les voici. Alors il ne s'agit pas ici, bien sûr, dans le temps imparti, de procéder à des descriptions ultra détaillées, vous vous en doutez bien, de chaque personne, mais de prendre pour chacune d'elles ce qui nous apparaît comme le plus significatif concernant l'inscription de ces discours défiants dans ces pratiques alimentaires. Donc comment la défiance, lorsque défiance il y a, comment s'incarne-t-elle ? Donc brièvement, les cas, pour que vous puissiez prendre le temps de les avoir un petit peu en tête, mais je vais les détailler par la suite. Donc on a Bertrand, Cécile, Delphine, Cédric. Bertrand a 65 ans. Je vais revenir sur lui après. Donc il est retraité cheminot. Cécile, 35 ans, sans profession ou aide ménagère. Delphine, 32 ans, esthéticienne sans emploi. Et Cédric, 40 ans, technicien commercial. Voilà. Donc, comment la défiance s'incarne-t-elle, je disais ? Là, je vais passer en revue 3 points qui sont, je pense, importants à saisir dans la manière, justement, dont la défiance s'incarne. Ce qui est mis en avant avec le cas de Bertrand et de Cécile, je l'ai intitulé « Le corps à protéger ». Donc le processus vraiment commun à toutes les personnes que nous avons rencontrées est d'estimer qu'il y a des aliments dangereux, a priori, et des aliments en tout cas qu'il faut absolument éviter. Pour évoquer ce point, alors la notion de dangerosité en revanche, est plus ou moins estimée de manière variable suivant les personnes. Pour évoquer ce point, on aurait pu choisir un nombre important de personnes dans les 50, mais on va parler de Bertrand, parce qu'il a 65 ans, il est retraité, marié, 4 enfants, il était ouvrier cheminot à la SNCF. Bertrand nous exprime lors des entretiens un grand désarroi, une grande déception, face à ce qu'il observe autour de lui quant à la marche du monde. Il aborde les termes notamment de la crise écologique, la transformation des paysages de son enfance, la baisse de la qualité des eaux de rivière où il avait l'habitude de pêcher, la difficulté, même selon lui, à accéder à des endroits de nature désormais destinés à l'exploitation agricole dans l'endroit où il habitait, l'appauvrissement économique de la population qu'il dit constater et qui l'affecte lorsqu'il sort de chez lui. Il est également affecté par le manque de propositions. Il fait un constat par rapport au manque de propositions politiques, le manque de solidarité entre les gens, l'impossibilité de trouver des gens bienveillants. Tout ça, ça constitue ses préoccupations principales, voilà, lors de l'entretien. Il se confie à ce sujet-là. Et finalement, Bertrand, au niveau de son quotidien, il sort peu. Bon, il a décidé de ne pas partir en vacances. Ça ne l'intéresse pas énormément. Il va peu regarder la télévision. Il n'écoute pas la radio, hormis quelques émissions.
type les grosses têtes, qui arrivent à le détendre. Bertrand et sa femme ne côtoient qu'occasionnellement leurs enfants. Si je rentre dans ce détail, c'est pour vous montrer voilà, comment, dans quel contexte se situe cette personne. Et on voit déjà qu'il y a une forme de fermeture par rapport à l'extérieur, venant d'une forme de déception et de désarroi, en tout cas. Donc il voit peu ses enfants, ces derniers viennent manger chez lui, il évite pour leur part de manger à l'extérieur de chez lui et ne va jamais, donc, par exemple avec sa femme au restaurant. Tout au long de l'entretien, des liens sont faits entre cette déception face à la société et la nécessité de manger bio et de manger naturel. Il marque ainsi son rejet à l'égard d'une société produisant des fruits qui sont pour lui, c'est un exemple, des fruits qui vont être sans goût et qui sont calibrés. Des laits, ce qui l'inquiète dans le lait, c'est beaucoup les antibiotiques et la qualité du coup qui serait rendue douteuse, la qualité du lait par rapport à cette trace. Donc face à tous ces doutes et ce sentiment de défiance, il décide de ne plus consommer de lait ni de gluten. En revanche, les produits industrialisés ne lui posent pas de problème tant qu'ils sont bio. Donc voilà, lui, il est rassuré par le bio et ce qu'il appelle le naturel. Donc le marché, on voit bien que le marché, ce qui est à disposition de Bertrand, quand il va notamment à l'épicerie biologique, le marché fournit ici le moyen à Bertrand de se rassurer par rapport à la défiance qu'il exprime par l'alimentation. La volonté de se protéger et de s'extirper de la société, en fait, d'une certaine manière, se formalise avant tout par les choix alimentaires, en refusant certaines incorporations, autant que certains contacts physiques avec l'extérieur. Donc du point de vue de la symbolique, on voit bien ici l'action du principe d'incorporation que nous a décrit Claude encore il y a quelques minutes. On est ce qu'on mange, et en mangeant, on adhère aussi à l'idée que l'on se fait de ce que l'on mange. Et cette idée-là, on va la retrouver bien sûr dans les autres cas qu'on va aborder. Donc une autre enquêtée dans cette thématique, j'ai choisi d'inscrire Cécile. Cécile est âgée de 35 ans, elle est mariée, elle a un enfant, et elle fait partie des enquêtés qui ont un bac +5. Donc le premier avait plutôt un niveau d'études CAP. Elle est sans emploi au moment de l'entretien, elle s'occupe de sa fille, puis lors du second entretien, elle est agent d'entretien dans une école. Alors c'est une école Montessori dans laquelle elle voulait inscrire son enfant et elle a réussi, puisqu'elle a un bac +5, mais au départ, elle se fait embaucher comme agent d'entretien parce qu'il est avant tout important pour elle que sa fille puisse aller dans cette école. Et elle n'a très peu de revenus, donc c'est un moyen comme un autre de pouvoir y accéder. Cécile nous dit qu'il faut, alors ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle nous dit qu'il faut qu'elle sauve son enfant de certains périls, qu'elle lui évite certaines maladies à venir et qu'il faut qu'elle sauve ses intestins. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour elle, en lui évitant la consommation de produits transformés. Alors c'est souvent ces produits-là qui sont pointés. Tout ce qui est transformation, produits raffinés, non bio. Et bien sûr, on a toujours cette apparition du lait et du gluten comme aliments problématiques. Le gluten n'étant pas un aliment, mais les aliments en contenant. Ce qui est sans nul doute le plus saisissant chez elle, c'est lorsqu'elle raconte qu'elle ne prend plus de produits laitiers ni de lait de vache depuis longtemps, comme ça lui a été conseillé par des amis, par sa naturopathe et également par son médecin. Il y avait une convergence de ces discours qui allait vers cette éviction. Mais elle ne prend pas les substituts qu'on lui a prescrits, faute de moyens financiers. Et lors de son allaitement, elle souffre d'une fracture spontanée d'une vertèbre. Donc pour elle, ce n'est pas parce qu'elle ne consomme plus de produits laitiers, c'est avant tout parce qu'elle n'a pas été assez sérieuse dans sa supplémentation. Pour autant, donc, cela ne lui fit pas reprendre ni le lait de vache ni les produits laitiers. Le deuxième point est donc le corps à écouter et à soigner. Donc là, c'est Delphine. Delphine est une jeune femme mariée, elle a 2 enfants, elle est donc esthéticienne en arrêt maladie. Delphine, je l'ai rencontrée parce qu'une de mes autres enquêtées m'avait dit que c'était vraiment quelqu'un qui était exemplaire, formidable, qui était source vraiment d'inspiration pour elle au niveau de ses choix alimentaires. Alors, je rencontre donc Delphine. Delphine, elle
Elle est sujette aux crises de panique et elle sort très peu de chez elle. Elle ne travaille pas pour l'instant, à cause de ça en partie, et d'une grande fatigue, associée aussi au fait qu'elle ait des enfants en bas âge. Donc c'est ce dont elle témoigne. Mais donc elle arrive à positiver le fait qu'elle soit seule chez elle, qu'elle ne travaille pas. Elle positive quand même la chose, même si, voilà, en parlant de ces crises de panique, elle explique que c'est une maladie qui finalement peut-être la protège de la société. Donc elle trouve un avantage à ne pas être contrainte de vivre le rythme de cette société qu'elle juge finalement folle et qu'elle critique sous de multiples aspects lors de nos rencontres. Elle voudrait vivre autrement, s'habiller autrement, habiter autrement, et que ses enfants même soient éduqués autrement, éduqués dans le sens de l'institution, l'école. Et en fait, finalement, c'est par l'alimentation qu'elle accède à minima à cet autrement. Selon elle, son état physique, alors c'est donc une personne très fatiguée qui est sujette aux crises de panique, elle me parle de spasmophilie également, et elle est très très frêle et elle donne une impression donc de fragilité effectivement. Donc selon elle, son état physique et les symptômes qu'il génère sont dus à l'alimentation polluée qu'elle a reçue pendant son enfance. Donc polluée, c'est son terme. Hein. Jusqu'à ce qu'elle soit mariée et qu'à un moment de son mariage, elle décide de réformer les choses. Aujourd'hui, elle estime que ces symptômes sont autant de marques, de formes de pollution, donc qui doivent être encore éliminées. Les choix qu'elle fait sont les mêmes que les autres enquêtés, à savoir les produits non traités, on favorise l'utilisation des produits bruts et on cuisine. Elle mange peu de viande, elle mange beaucoup cru, elle ne mange donc pas de lait, pas de produits laitiers. En revanche, contrairement à la majorité des personnes interrogées, chez elle, il y a un fait intéressant, c'est qu'elle consomme du lait de vache et des produits laitiers crus. Je reviendrai sur ce point. Donc, l'attitude défiante pose le problème de savoir en fait, à qui se référer lors de ses choix. Si la défiance donc, influence effectivement la prise de décision, en édictant ce qu'il ne faut pas manger, reste à savoir sur quels critères établir le choix de ce qu'il faudrait manger. Delphine, elle choisit d'acquérir des connaissances en naturopathie, pour laquelle elle se forme par correspondance, et elle décide d'être sa propre expérimentatrice. Et également, donc il y a la formation par l'extérieur, par cette formation de naturopathie, mais elle décide également d'être à l'écoute de son corps. C'est ainsi qu'elle revient sur sa décision initiale de ne plus consommer de lait de vache, notamment, comprenant que c'est le fait qu'il subisse des transformations après la traite qui fait de lui un aliment non supporté par son corps. Au départ, le lait de vache la dégoûte. Donc il y a vraiment cette thématique du dégoût qu'évoquait Claude tout à l'heure. Son dégoût pour le lait lui indiquait selon elle que l'aliment n'était pas bon pour son corps. Le lait cru, en revanche, est finalement classé par elle parmi les aliments comestibles. Delphine considère en fait que la stérilisation du lait de vache fait disparaître des microbes, entité à laquelle le monde moderne fait la guerre, selon elle, et ces aliments, et donc ces microbes interviennent, selon elle, dans son processus de soins. Et donc le lait cru et les produits laitiers crus vont rentrer dans ce processus de soins. Ils deviennent ses alliés et tous ces aliments vivants et riches venant l'aider à renforcer son organisme, Delphine leur porte une attention toute particulière et veille à ce que leur présence soit importante dans son alimentation. Par exemple, elle consomme des produits plutôt crus, fibreux, donc les légumes, elle laisse au maximum la peau des légumes, etc., des fruits. Bien sûr, il n'y a aucune utilisation de javel, de désinfectant dans la cuisine. Elle va produire elle-même des produits fermentés et les consommer. Fromage, tofu, cornichons et d'autres comme le kombucha. Dernier point, le corps a purifié. Donc la défiance, elle agit, elle donne cette nécessité aux gens de devoir se protéger de quelque chose d'extérieur, ensuite de se soigner quand ils ont été atteints. Et le soin peut également passer par la purification.
Donc, Cédric, pour ce dernier point, est un homme d'environ 40 ans. Il est technicien commercial dans une petite moyenne entreprise. Et il est en arrêt maladie car il a vécu un harcèlement par son employeur. Il est passionné de médecine naturelle et depuis qu'il ne travaille plus, il passe la majeure partie de son temps à lire sur la nutrition, à cuisiner. Il passe énormément de temps à s'approvisionner en denrées locales qu'il choisit. Il va directement à la ferme. Il va beaucoup glaner aussi, où également il troque ses aliments. Il peut lui arriver aussi, donc il accorde beaucoup d'importance du coup au processus d'acquisition des aliments. Il donne déjà du soin à cette étape. Il peut lui arriver aussi de participer chez des agriculteurs aux travaux des champs, par exemple, pour obtenir en échange des produits frais. Sa démarche alimentaire a pour but, bien sûr, la santé, mais également de chercher à éviter toutes les maladies qu'il considère comme des maladies qui sont considérées comme des maladies de civilisation propres à nos sociétés modernes. Donc Cédric, comme Delphine, cherche à être son propre guide, son propre expérimentateur. Sa bonne santé passe avant tout par le choix des bons aliments et surtout par de multiples pratiques donc, que j'évoquais, qu'on peut regrouper sous le terme qui est assez usité actuellement de détox, correspondant à cette certitude de l'existence donc, des pollutions que l'on incorpore malgré nous, de pollutions héritées de son alimentation d'avant. Donc il pratique des jeûnes hebdomadaires, il boit des tisanes détoxifiantes, il fait également ce qui est, je l'ai mis lui pour illustrer parce que en plus des autres, je trouvais que c'était intéressant, il fait des séances de purge de la vésicule biliaire. A priori, un organe qui est, selon sa façon de voir les choses, en tout cas, un organe très important pour l'élimination. Et donc, il fait des séances de purge à base de produits et de plantes ayant des actions sur le foie et la vésicule. Mais ces séances, elles occasionnent des vives douleurs. Et qui témoignent bien, mais qu'il voit, lui, comme une efficacité. Sur le travail d'expulsion des toxiques qui se fait bien. Donc il y a eu un recodage de la souffrance, comme dans le cas de Cécile, qui avait également cette souffrance due à la fracture de ses vertèbres, mais qui était recodée comme quelque chose, voilà, pas forcément si négatif que ça. Donc la défiance s'incarne ici pour lui dans cette volonté d'expulser physiquement les poisons d'une société pensée comme dangereuse. Et tout comme Delphine, Cédric invite les fameux microbes sur lesquels invite ces microbes chez lui parce qu'il pratique aussi il est très féru d'aliments fermentés, etc. Et donc ces microbes, sur l'extermination desquels, en fait, l'industrie a basé sa prouesse extraordinaire de faire disparaître les toxi-infections alimentaires, qui étaient l'ennemi public numéro 1, première cause de mortalité encore au début du XXe siècle. Donc ça, c'est un fait que Cédric, comme Delphine, ne conteste pas, au contraire. Mais ils ne veulent pas pour eux, c'est problématique, justement, cette disparition. Cédric et Delphine, au contraire, de voir là-dedans quelque chose de positif. Cédric et Delphine s'inscrivent dans un mouvement de pensée critique à l'égard de l'industrie, du scientisme et du pouvoir médical, comme il le cite, critique que l'on retrouve dans l'univers des médecines parallèles naturelles et aussi bien que dans certains courants intellectuels. Ils mettent en avant l'incomplétude de la science orthodoxe, mais aussi son incapacité à prendre en compte la complexité des interactions des êtres vivants et de l'homme avec son milieu. De son milieu de vie. Ce sentiment est amplifié par la référence à des travaux scientifiques émergents, comme ceux sur les microbes et les microbiotes notamment, et le microbiote, pardon. Cela n'est pas anodin pour eux alors de privilégier les aliments crus, de réintroduire les microbes, les germes, les levures et les autres champignons dans leur cuisine. C'est pour eux vouloir être en interaction avec des aliments vivants, certes porteurs de danger, mais pour eux surtout porteurs de vie. Ils s'opposent ainsi à la perception des risques du milieu des toxicologues et aux process appliqués en technologie culinaire industrielle. Voilà, donc on a une vision très... il y a un peu deux camps. Voilà. Je pense qu'on peut bien observer ceci. Les cas présentés vont finalement tous avoir des pratiques relevant de la consommation,
Vous connaissez certainement ce terme des consommateurs engagés, militants, où finalement, comme des consommateurs, ils décident de consommer des produits éthiques, labellisés, bio, et ils trouvent donc sur le marché une réponse à leurs attentes. Ils peuvent s'en revendiquer même lorsque nous leur posons la question. C'est quelque chose qui est tout à fait explicite et facile à expliquer. Mais c'est en s'intéressant à toutes les implications de leurs pratiques alimentaires quotidiennes que leur démarche devient véritablement saisissable et que l'on comprend pourquoi ils passent peut-être de la méfiance à la défiance. Deux aspects, dans notre propre catégorisation. Deux aspects se dégagent. Donc leur dimension expérimentale, qui interroge le rapport de tout à chacun à la science et le nouveau rapport au risque que cette dimension implique. Donc là, j'en suis à la conclusion. Par l'expérimentation, ils vont alors porter leur attention à ce qui n'est pas encore prouvé, mais qui, selon eux, un jour ou l'autre, le sera. Cela peut être, par exemple, la question des polluants chimiques qu'on n'aurait pas encore tout à fait décelés, et c'est bien quelque chose qui inquiète en grande majorité les individus. L'action néfaste des ondes est également une thématique abordée, même si on est loin de l'alimentation. Donc pour pallier à ce qu'ils considèrent comme des dangers, il va s'agir de prendre d'autres risques. Par le jeûne, la consommation d'aliments crus, tout ce que je viens de décrire. Il s'agit donc de prendre des risques pour en éviter d'autres. Et je voulais juste parler ici de Mary Douglas, qui a proposé une théorie institutionnelle du risque, dans laquelle elle explique que chaque organisation sociale a un portefeuille de risques auquel correspondent des valeurs et des visions du monde, et que chaque groupe dans la société cherche à étendre son influence culturelle à l'ensemble de la société. Et finalement, c'est ici, à travers l'alimentation, que ces définitions des risques se confrontent. C'est par les pratiques alimentaires et non par la confrontation des points de vue ou par des débats que la relation au risque est alors finalement mise en jeu. Ce que Mary Douglas nomme dans sa théorie le pouvoir central, reproche au lait cru d'induire un risque lorsqu'il est consommé à cause des micro-organismes pathogènes. Les personnes qui, au contraire, pensent le lait UHT comme étant mauvais pour la santé, mais s'accordent de boire ou de manger des produits laitiers crus, non pasteurisés, ont une estimation des risques inverse par rapport à celle du pouvoir central. Ces perceptions des risques qui s'opposent, en fait, opposent aussi deux conceptions du monde social et économique et deux mondes de valeurs. Choisir l'une ou l'autre, en fait, de ces conceptions socio-économiques a des conséquences sur le rapport que l'on entretient, finalement, au vivant. C'est-à-dire une relation qui peut être d'exploitation ou une relation d'alliance, un rapport de domination ou de cohabitation, d'extermination ou d'interaction. La façon dont on consomme le lait renvoie finalement, aussi banal que ce choix puisse être, ici à des postures face au monde, dont la dimension politique est de grande importance et qui questionnent finalement notre modernité dans ses fondements et qui agissent aussi profondément dans l'individualité de nos enquêtés. Pour ces enquêtés, il s'agit donc d'expérimenter plutôt que de faire confiance. Expérimenter par soi-même. Et dans cette perspective expérimentale, il y a la possibilité d'accéder à un savoir qu'ils pensent pouvoir par la suite partager avec leur entourage, avec les leurs. La mise en place de ces régimes, finalement aux conséquences incertaines, ont donc leur rationalité propre, qui ne peut être réduite à une volonté de s'optimiser individuellement. Elle est également conçue comme une façon, finalement, de s'engager dans la société. Alors, ils évitent certes la scène politique classique, mais sans pour autant que l'on puisse déduire de leur retranchement sur leur sphère intime, comme on a vu, c'est des personnes qui vont être plutôt retranchées, qu'ils se désengagent totalement de la chose politique. Ces démarches qui passent par l'alimentation sont moins visibles sur le plan politique qu'un militantisme classique, s'attaquant directement à ce qu'ils contestent par des manifestations, des actions, des diffusions d'idées. Là, c'est en testant des pratiques et en assumant certains risques, certaines souffrances, certaines conséquences, que c'est de cette manière-là qu'ils font, d'une certaine manière, œuvre
de politique et qu'ils donnent du sens, en tout cas, au monde qui les entoure. Et ça leur permet, à ce moment-là, de se défier de la société, de se défier de la société. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue.